Alors, pour commencer aujourd'hui, le truc, c'est que je vais faire une vidéo que j'avais prévu de faire hier. Donc, pour commencer, cette vidéo, j'avais prévu de la faire hier, je n'avais absolument pas prévu de la faire aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai dû décaler mon horaire. J'ai dû décaler mon horaire, mon agenda, mon planning, j'ai dû le décaler d'un jour. Parce qu'en fait, cette vidéo, j'avais prévu de la faire hier parce que je vais regarder le film hier. Donc, voilà. Certes. Comme ça, vous savez, pour la petite histoire, j'avais prévu de faire cette vidéo hier et pas aujourd'hui. Mais vraiment pas du tout. Euh, on va parler d'un film de... Enfin, on va parler du film. On va parler du film de David Gelb, de Lazarus Effect, qui est sorti en 2015. Et depuis que je l'ai vu en... C'est pas un film que j'ai vu en salle. C'est pas un film que j'ai vu en salle, je l'ai vu quand il est sorti sur les plateformes streaming. Euh, Depuis que je l'ai vu sur les plateformes streaming, sur une plateforme streaming sur Internet, je voue un culte à ce film. C'est un film que je ne sais pas, je l'adore. Je sais pas, je l'adore et donc vraiment applaudissements, hein. Bravo David Gelb pour avoir réalisé The Lazarus Effect ou alors Lazarus Effect. Euh, Ce film raconte l'histoire. Ce film ici présent, le film Lazarus Effect, par les producteurs de The Purge, Paranormal Activity et Insidious, raconte en fait l'histoire de chercheurs qui ont découvert un remède qui s'appelle un sérum, pardon, pas un remède. Enfin, c'est un peu la même chose. Mais ça raconte l'histoire de chercheurs dans une université. D'ailleurs, le film a réellement été tourné dans une université. Au début du film, on a le nom de l'université qui s'inscrit en dessous. Euh, et donc, ça parle de un groupe de chercheurs qui ont découvert un sérum qui s'appelle le sérum LAZ ou alors le sérum Lazarus. Ce sérum est un sérum qui permet en fait de, c'est un sérum qui permet en fait de faire en sorte de retrouver un défunt. Donc, c'est un sérum qui permet de ramener les morts à la vie. C'est surtout, comme ils le disent dans le film, c'est un sérum qui permet de ramener les personnes soit dans le coma, soit inconscientes, soit mortes à la vie pour pouvoir avoir une durée plus longue pour essayer de les guérir et donc tout ça pour la médecine. Euh, le film The Lazarus Effect donc parle de ça. À la distribution, on a Mark Duplass, que j'avais déjà vu dans beaucoup de films. On a l'actrice et réalisatrice Olivia Wilde. On a Donald Glover. On a Evans Peters de American Horror Story. Et Sarah Bolger. Donc, voilà. Ce film, c'est une pépite. Ce film, c'est une pépite. Franchement, euh, j'adore ce film. Que dire sur ce film? Comment expliquer? Euh, Tout se passe dans un laboratoire. Tout se passe dans un laboratoire en fait. Et, le truc, c'est qu'ils font une expérience. Ils font cette expérience et avec avec un levier, ils lancent de l'électricité qui provoque une décharge électrique dans le cerveau. Je peux vous expliquer comment ça fonctionne, ça mettrait une heure. Et donc, justement, un jour, le problème, c'est qu'ils font cette expérience, mais un jour, Zoé prend par, euh, par hasard, un jour, Zoé, en levant le levier, justement, se prend une décharge électrique et est morte électrocutée. Le seul truc, c'est que
J'ai oublié le nom du personnage de Marc Duplass. Euh, Bon, le personnage de Marc Duplass, le seul truc, c'est que lui, il ne veut pas perdre sa femme. Donc alors, il essaye de la ramener comme ils l'ont fait parce que dans le film, ils ne l'ont fait qu'avec un cochon ou qu'avec un chien. Ils ont uniquement essayé de ramener des morts à la vie uniquement avec un chien et uniquement avec un cochon au tout début qu'on voit dans l'introduction du film. Donc, ils n'ont pas encore testé sur les êtres humains. Et quand le personnage de Marc Duplass voit que sa femme est morte électrocutée, il dit qu'il ne veut pas la perdre et qu'il ne veut pas la perdre comme ça. Donc il la met sur la table et, euh, et dit que ça a bien fonctionné sur les animaux et que le sérum fonctionne. Et donc, on a tout le groupe qui commence à s'affoler et qui dit qu'on ne peut pas la ramener à la vie comme ça, parce qu'ils n'ont pas encore essayé sur les êtres humains, et parce qu'on n'est pas en présence d'un cobaye, on est en présence d'un être humain, et que c'est d'un être humain dont il s'agit. Donc, le film est franchement génial. C'est un film pur, c'est un film aéré, enfin, pour un film d'horreur, évidemment. Quand je dis pur, je veux dire qu'il est pas, il n'y a pas trop, il n'y a pas de trop, c'est pas too much. Tu vois qu'ils ont essayé de faire le minimum possible. Et déjà, la durée du film, c'est 1h24. La durée du film, déjà, c'est 1h24. J'ai peut-être juste ça à reprocher J'ai peut-être juste ça à reprocher, c'est que le film dure 1h24. Voilà. Et j'aime pas trop les films qui sont très courts. Parce que t'as une bonne histoire, et puis t'as qu'1h24. Voilà. Donc voilà. Euh, Le film a une introduction qui est géniale. En fait, c'est une introduction qui commence sur. C'est une introduction, si vous regardez bien, si pendant l'introduction vous regardez, parce que l'introduction dure au moins, je dirais, 2, 3 ou 4 minutes. Et on est sur des formes spéciales, genre cellules souches ou alors des petites globules blanches ou globules rouges qu'on a dans le sang. Et on est sur des formes comme ça, des alvéoles comme sur les nids d'abeilles et comme dans les ruches. Et t'as chaque fois un truc noir qui vient. Les alvéoles, genre elles sont blanches et t'as un produit noir qui vient les noircir. T'as des petits picots qui sont noirs, qui apparaissent sur toute la surface de quelque chose. Et en fait, si on regarde bien l'introduction du film, on est en fait sur le cadavre d'un chien. Parce qu'à un moment, il y a des petites piques noires qui apparaissent sur quelque chose, sur un corps. Et, euh, et puis, tu vois à un moment qu'il y a ces petites piques noires qui commencent à disparaître et qui disparaissent. Et juste à ce moment-là, on voit l'oreille d'un chien. Donc, on est sur le cadavre d'un chien sur l'introduction et tu as toutes des choses bizarres qui apparaissent dessus, des trucs noirs et des. Donc voilà. Donc, l'introduction, elle est vraiment bien faite. Et à un moment, quand le titre du film apparaît, t'as genre comme si t'étais à l'intérieur d'une des petites alvéoles et que partout il y en avait encore plein partout des petites et qu'il y avait plein de choses autour de toi et tu vois le film, tu vois le titre du film de Lazarus Effect que vous pouvez aussi appeler Lazarus Effect. Hein, on n'est pas obligé de prononcer le The Lazarus Effect. Et donc l'esthétique du film, franchement, au début, moi, l'esthétique du film me laissait à penser que le film avait été tourné complètement dans un studio. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Le film n'a pas été tourné complètement dans un studio. Le film a été tourné dans une université. Et le film a été tourné en fait dans une université et en fait durant les moments qui font peur, les jumpscares, les screamers, les jumpscares ou alors tous les moments qui font peur, eh bien en fait à chaque fois il y a beaucoup de flashs de lumière. Donc moi je me disais bah forcément ils ont dû faire ça dans un studio. Non, pas forcément. Parce qu'en fait ils ont fait ça dans les laboratoires de l'université parce que quand même ils ont quand même réussi à filmer les couloirs.
Donc, en fait, ils ont fait ça dans les laboratoires d'une université. Et c'est simple, hein, ils ont simplement mis des grands flashs de lumière blanche qui projetaient de la lumière avec des projets blancs. Et c'est simple à faire. Dans ce film, pour faire peur, comment ils s'en sont sortis? Le truc, c'est pas qu'ils vont commencer à jouer avec des jumpscares, avec, ils vont pas commencer à jouer avec des jumpscares, à commencer à faire pisser le sang, à faire des personnes qui commencent à s'égorger toutes seules et qui voient leurs bras qui bougent tout seuls. Et non, non, ils ont pas fait des trucs comme ça. En fait, le réalisateur du film, les réalisateurs de Paranormal Activity, de Purge et Insidious, ont justement joué avec... comment expliquer ça? Les réalisateurs de Paranormal Activity, de Purge et Insidious ont en fait joué avec la mobilité du corps. Donc à un moment, ils envoient le sérum Lazarus dans le crâne de, de Zoé. Et Zoé est donc couchée sur la table, ça n'a pas fonctionné, elle n'est pas revenue à la vie encore. Et il y a le gardien qui arrive et t'as le personnage de Marc Duplass, dont je ne retrouve absolument pas le nom, qui veut rester là et qui veut continuer, mais en fait il y a le gardien qui arrive et alors une des personnes qui est avec lui, Clay, t'as Clay, le personnage de Evan Peters, qui arrive et qui dit allez, viens, on va pas l'aider si on part en prison. Donc il remet le drap au-dessus, et là déjà tu as un aperçu de quelque chose qui est un peu glauque, parce qu'il a remis un drap au-dessus du corps de sa femme qui était allongée, et qui est morte en plus. Donc il y a quelque chose d'un peu glauque qui se passe. Et ensuite ils vont tous se cacher, et là tu as le gardien qui passe. T'as le gardien qui passe, il y a un petit aperçu de la caméra qui filme ses chaussures, et puis ensuite la caméra qui part un peu plus loin, et le gardien qui disparaît du champ de la caméra. Ensuite, la caméra revient à l'intérieur du laboratoire et tu vois qu'ils sont tous cachés, qu'il y en a un dans le coin, qu'il y en a un contre une table et qu'il y en a une qui est un peu plus contre une table. Un moment, t'as Clay qui sort et qui va voir et là, tu vois qu'elle est debout, mais pas debout assise, pas debout assise, les bras comme ça et les jambes qui pendent sur le bord de la table. Vraiment debout, les jambes droites, tendues, et le torse, le buste, les épaules bien droites, et toute la partie de son corps ici relevée, avec sa tête qui est comme ça vers le haut. Donc il y a quelque chose de bien glauque, il y a quelque chose de fantomatique parce qu'elle a la tête comme ça vers le haut. Elle a le buste bien droit et sur la table, en fait, elle est relevée en angle droit avec son torse qui est vraiment droit, et donc avec le drap sur elle. Et à la lumière du drap, à la lumière, à la lumière du drap qui est blanc et qui est en plein milieu du laboratoire, qui est complètement éteint et qui est dans le noir, il y a juste une petite lampe, il y a juste une petite lampe, les lampes qu'on met au-dessus des tables d'opération. Il y a juste une lampe sur ces grosses lampes qu'on met au-dessus des tables d'opération qui est allumée et qui éclaire justement le drap. Et comme le drap est déjà blanc, il est très éclairé. Et comme en dessous il y a quelqu'un, eh bien, comme en dessous il y a le visage, comme en dessous il y a le visage de Zoé, eh bien, les parties de son visage ici sont très éclairées. Tu as cette partie-là de son visage qui est très éclairée, tu as cette partie-là de son visage aussi qui est très éclairée, son nez qu'on voit très fort, tu as sa bouche qu'on voit aussi, et vraiment, et le contour de son visage. Donc tout ça est éclairé, mais est noirci, parce que justement son visage est contre le drap. Donc le drap n'est plus blanc. Donc il y a quelque chose de très fantomatique. Euh, pour créer un effet horreur paranormal et pour faire en sorte qu'il se passe quelque chose, ils n'ont pas été faire en sorte que soudainement, bam, on dépose quelque chose et ça se passe. Non, en fait, un moment, ils expliquent une théorie. Il y a un premier personnage qui explique une théorie sur Saint-Pierre et les portes du paradis.
C'est comme ça qu'il l'a dit dans le film. C'est comme ça qu'il l'a dit dans le film. Il explique une théorie sur Saint-Pierre et les portes du paradis. Et ensuite, il dit qu'il y a un deuxième personnage, le personnage de Zoé, qui dit qu'il est difficile de se baser sur des choses qu'on ne connaît pas. Donc Zoé commence à dire et continue à dire que elle croit quand même qu'il est difficile de continuer à se baser sur des choses qu'on ne connaît pas et dont on n'est pas sûr. Et, euh, et elle lui dit, appelle ça de la superstition ou appelle ça de la science, ce n'est que de la science. Et, euh, et donc elle lui dit, je trouve qu'il est difficile de se baser sur des choses qu'on ne connaît pas. Et t'as l'autre qui dit, t'as Zoé qui explique sa théorie qui dit que peut-être c'est leur âme qui aide à ouvrir les portes pour qu'on puisse aller du bon côté. Et justement, pendant cette explication, il y a toute une explication sur la TNT, qui est l'un des plus puissants psychédéliques au monde, que notre corps produit au moment de notre mort. Donc, au moment de notre mort, il y a le corps qui va justement produire l'un des plus puissants psychédéliques au monde. Un psychédélique, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu une drogue. Et donc, la TNT, j'ai lu ça, hein, j'ai lu ça et j'ai entendu ça plusieurs fois. La TNT, c'est aussi puissant qu'une bombe atomique. Donc la TNT, c'est quelque chose que produit notre corps à l'heure de notre mort. Et justement, c'est pour ça qu'on croit voir la lumière blanche ou qu'on croit que notre vie défile devant nos yeux. Parce que ce truc est aussi puissant qu'une bombe atomique. Et, euh, et donc, ils expliquent tout ça. Et justement, le personnage de Zoé qui explique qu'à un moment, notre corps tout seul devient autonome et nous dit par là il y a la vie, par là il y a la mort, et nous ouvre les bonnes portes pour que notre âme puisse aller de l'avant. Il y a toute une histoire j'allais dire Chloé. Il y a toute une histoire sur Zoé qui a fait un rêve récurrent. Elle fait un rêve récurrent, enfin plutôt un cauchemar, où elle se trouve dans un appartement qui est complètement en feu, et en dessous de la porte qu'elle regarde, il y a des gens avec des mains complètement noires et calcinées qui essayent d'ouvrir la porte, et elle entend les personnes frapper contre la porte, et, euh, et les supplier d'ouvrir la porte et les aider. Donc elle fait ce rêve plusieurs fois dans le film, et justement, tout va tourner autour du rêve. Tout va tourner autour du rêve et à un moment, t'as le personnage de Eva, donc le personnage de Sarah Bugler, qui va se retrouver dans le rêve et elle va se retrouver dans le rêve parce que par hasard, à un moment, il y a le personnage de Olivia Wilde, Zoé, qui sera en train de dormir et elle va venir lui mettre une couverture au-dessus d'elle parce qu'elle a subi un choc très fort. Elle est revenue à la vie alors qu'elle était morte. Donc, et elle se retourne et elle se retrouve dans l'appartement justement du rêve de, de Zoé. Et c'est à ce moment-là justement que tu te rends compte que le rêve a beaucoup d'importance dans l'histoire. Le rêve a une importance parce qu'en fait, le rêve est un peu après qu'elle soit attaquée justement dans le rêve, après qu'elle soit attaquée, Eva, elle va avoir une sorte de marque de main, comme on voit souvent dans les films. Comme on voit souvent dans les films d'horreur, il y a des personnages qui sont attaqués, ensuite ils ont une marque de main sur le bras, ou alors sur l'épaule, ou alors un peu partout sur le corps. Ça dépend. Et donc elle va revenir avec une marque de main, comme si ça avait été brûlé sur son bras. Et, euh, et t'as tout le monde qui va demander ce qui se passe ici, et t'as justement T'as le personnage de Mark Duplass qui va expliquer qu'il s'est passé quelque chose quand elle était jeune, qu'il s'est passé quelque chose quand Zoé était jeune. Dans l'appartement où elle avait vécu, il y a eu un incendie et les personnes qui étaient restées coincées derrière la porte n'ont pas pu sortir. Et donc, depuis, elle fait un rêve récurrent, un cauchemar récurrent qui apparaît toutes les nuits. Et justement, ce rêve va apparaître pour de vrai. Et quand elle va revenir à la vie, ce rêve va un peu les tourmenter. Et il va revenir à chaque fois. Et, euh,
Et donc justement, ce rêve va un peu être l'idée de faire peur au film. L'idée de faire peur dans le film, c'est un peu ce rêve, parce que ce rêve, à un moment, l'explication, c'est que quand Zoé avait expliqué qu'il y avait notre corps qui devenait autonome et qui disait là-bas il y a la mort, là-bas il y a la mort, là-bas il y a le paradis, et qu'il y a une porte de chaque côté, et qu'elle dit bon, là-bas il y a la mort, là-bas il y a le paradis, et que notre corps se libère tout seul. Justement, à un moment, le personnage de Eva va dire, en reprenant l'explication de Zoé, elle va dire et si les portes, comme avait expliqué Zoé, et si les portes de son âme en fait ne s'étaient jamais ouvertes et qu'elle était restée coincée en enfer. Et donc, l'enfer, même si j'avoue que personnellement dans le film, l'enfer a été représenté grossièrement, hein, parce que l'enfer, ça a toujours été les flammes, la chaleur impossible à supporter et un endroit où il y a plein de feu. Même si dans le film, ça a été représenté grossièrement comme ça, c'est vrai, mais ça a été représenté quand même dans un couloir et dans un appartement en feu. Et à t'as justement toute l'équipe qui se rend compte de ce qui se passe, et t'as le personnage de Marc Duplass qui raconte ce qui s'est passé. Et, euh, et t'as le personnage de Clay qui dit est-ce que ça ressemblait un peu à ce que t'as vu? Et elle dit oui, ça ressemblait totalement à ce que j'ai vu. Et justement, c'est à partir de là que le rêve de Zoé va devenir vaincant et va devenir de plus en plus puissant dans l'histoire. Parce que, parce que déjà les make-up de ce film sont top. Les make-up de ce film sont top. À un moment, t'as, ben justement, c'est le dernier passage où le personnage de Eva se retrouve à l'intérieur du rêve de Zoé. Et elle se retourne, et c'est tout à la fin du film, et tu vois que il y a Zoé qui arrive et qu'elle est complètement en fait, elle sort d'une porte qui explose, et il y a plein de flammes qui surgissent des côtés de la porte et de l'ouverture de la porte. Et elle sort, et tu vois qu'elle a les cheveux qui volent un peu en haut et qui sont tout le long de son corps, mais tu vois qu'il y a des cheveux qui sont un peu sur le côté, un peu. Alors ça donne un peu un effet sorcière. Ça donne un peu un effet sorcière parce qu'elle a un peu des cheveux sur le côté, mais elle a ses cheveux qui tombent quand même. Et elle est très orangée, elle est très orangée, et vraiment elle a la couleur du feu. Et puis tu vois que ses yeux sont noirs. Parce que Olivia Wilde avec des yeux noirs, putain, ça le fait. Olivia, Olivia Wilde avec des yeux noirs, putain, ça le fait vraiment. Olivia Wilde avec des yeux noirs, c'est vraiment, je trouve que cette actrice, avec des yeux noirs, avec des yeux blancs, euh, enfin, je trouve que cette meuf est faite pour jouer un démon, en fait. En fait, je trouve que cette meuf est vraiment faite pour jouer un démon. Elle est faite pour jouer une personne pas gentille, ou une personne mystérieuse, ou le genre de personnage de film ou de série, tu sais pas trop s'ils sont gentils ou méchants. Je trouve elle a elle a la tête de l'emploi pour jouer ça. Et, euh, Et donc, quand elle apparaît, à un moment, elle se tourne, et tu vois que la caméra la filme de loin, qui est en train de se tourner. Et tu vois que toute sa joue ici, toute sa joue sous ses yeux et sa joue ici sont complètement brûlées, mais justement pas brûlées de manière humaine avec la chair qui a fondu. Non, ils sont pas brûlés de manière humaine avec la chair qui a commencé à fondre et qui commence à tomber morceau par morceau, parce que justement le feu fait fondre la chair humaine. Là, ils ont décidé de faire un truc totalement innovant et que j'adore. C'est qu'en fait, elle brûle comme si elle était en papier. Donc, vous voyez, quand vous faites brûler du papier avec un briquet, quand vous faites brûler du papier avec un briquet, le papier s'effrite et tombe et commence à se recroqueviller en se pliant sur lui-même et devient noir. Bah là, ils ont fait la même chose sur la joue de Zoé. Et, ils auraient même presque pu continuer à foutre des petites flammes sur les côtés.
mais ils ont fait la même chose comme si en fait, comme si c'était du papier qui était en train de cramer. Et, euh, et donc tu vois que ces vêtements comme c'est du tissu, tu vois que ces vêtements sont complètement troués, déchirés, et qui sont en train de brûler, et que ses épaules sont aussi... Ses épaules, d'ailleurs ça c'est bien fait parce qu'il y a juste ses épaules qui sont aussi en train de cramer comme si c'était du papier, et, et peut-être il y a ses épaules qui crament comme si c'était du papier, ses joues, le dessus de ses mains, et un petit peu quelques morceaux de ses bras. Et à un moment, tu vois qu'elle fait comme ça, et tu vois quelques morceaux sur son bras qui sont en train de cramer comme du papier qu'on fait brûler, et le dessus de sa main qui est en train de brûler. Et justement, Olivia Wilde dans une interview, l'interview du film de Lazarus Effect, avait dit que le film était très intéressant justement par rapport au make-up, que les make-up qui avaient été faits sur elle, justement, étaient très intéressants. D'ailleurs, je peux vous montrer une petite image de à quoi elle ressemblait. Ça ressemblait plutôt à ça. Donc voilà, à la fin, elle ressemble à cette personne. Et donc, vous voyez, son front, c'est vraiment comme si elle brûlait et que c'était du papier. Donc, je trouve que les make-up sont super intéressants parce que c'est vraiment comme si elle brûlait et que c'était du papier. Donc, donc voilà. J'aime beaucoup aussi, malgré le fait qu'il y a aussi un, il y a cette scène hyper cliché, enfin je trouve qu'elle est cliché moi. Moi je trouve qu'elle est cliché, mais il y a cette scène dans pratiquement tous les films d'horreur où par exemple le père, la mère, les enfants rentrent à la maison et soudainement, paf, on entend un bruit dans la cuisine et on va voir et il y a cette petite, euh, cette petite conserve qui roule et à l'intérieur il y a quelque chose qui laisse une trace. Il y a vraiment, ça c'est une scène cliché comme dans tous les films d'horreur. La scène où, donc vraiment la scène où tu entends un bruit dans la cuisine et que tu vas voir et que le frigo est ouvert ou alors que les armoires sont pétées et qu'il y a plein de conserves par terre qui sont ouvertes, c'est une scène assez classique. Ils l'ont mise dans Lazarus Effect mais ils ont innové le truc. En fait, ils ont innové le truc. À un moment, ils l'ont mise et c'est pas un humain, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas un humain, c'est pas un bruit qui surgit comme ça de nulle part. En fait, c'est justement le chien qui a ressuscité. Donc, c'est le chien qui a ressuscité et Clay le gardait un soir. Clay le gardait en observation un soir d'ailleurs j'aime bien parce que Clay c'est un personnage un peu j'en foutre, un peu festif. Et donc à un moment il arrive avec sa cigarette, une cigarette électronique. Il arrive avec une cigarette électronique et il se met devant la cage du chien et il le regarde et il tire et puis il souffle la fumée sur le chien. Et tu vois que le chien commence à faire des petits couinements et le regarde avec une tête un peu triste et avec les oreilles vers le bas. Donc, et là tu vois qu'il dit il est vivant, il est vivant. J'aime bien cette scène parce que ça rappelle qu'en fait le chien était mort. Euh, Et donc, tu auras toute cette scène avec dans la cuisine, il y a eu un gros bruit, mais ils ont innové le truc, c'est que dans la cuisine, il y a un énorme bruit, genre un énorme boom dans la cuisine. Mais au lieu de faire juste cet énorme boom dans la cuisine et ensuite d'aller voir et de voir qu'il y a une petite conserve qui, euh, qui roule devant toi et puis tu vas voir dans la cuisine et il y a une meuf totalement recroquevillée comme ça sur le côté. Donc, au lieu de faire ce genre de scène où on entend un bruit dans la cuisine, on va voir et puis on regarde et sur l'appui de fenêtre, près des fenêtres ou alors juste à côté du frigo, entre une armoire et un plan de travail, t'as une meuf totalement contorsionnée sur elle-même qui te regarde avec des yeux rouges, avec la tête totalement penchée de manière pas humaine. Au lieu de faire ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un bruit dans la cuisine et il y a aussi tout le laboratoire qui tremble. Donc, parce qu'à un moment, tu vois que Clay est à son,
il y a Clay qui est à son bureau pour garder le chien en observation et il continue un peu le travail qu'ils ont fait la journée. Et il est à son bureau et tu vois qu'il y a un bruit dans la cuisine et en même temps tu vois le bureau de Clay qui fait comme ça, qui tangue, mais vraiment très fort et t'as sa chaise qui bouge et lui il part en avant comme ça. Donc tu vois qu'en fait il y a tout le laboratoire qui a tremblé et pas seulement la cuisine dans laquelle il y a eu un bruit. Et puis le lendemain, il explique comme ça que le chien avait un comportement spécial, avait un comportement bizarre et agressif. Et t'as Eva qui est en train d'essayer de ramasser tout. Et le truc innovant, c'est que toutes les armoires, celles du dessus qui sont au moins à 2-3 mètres de hauteur, elles sont ouvertes. Et à l'intérieur, les étages sont pétés. Celles d'en dessous, elles sont ouvertes et à l'intérieur, les étages sont pétés. Et le frigo, les deux portes du frigo sont ouvertes. Et il y a de la bouffe partout. Et donc, le lendemain, ils sont en train de tout ramasser et t'as Eva qui prend un paquet de chips qui était sur l'étage au-dessus et qui regarde tout le monde et qui dit, regardez, regardez ce paquet. Il était en haut sur l'étagère, alors il avait aucun moyen de le choper. Donc, elle dit ça, elle dit, il était en haut sur l'étagère, il avait aucun moyen de le choper parce que justement, c'est un chien de... Enfin, je vais pas dire que c'est un chien de petite taille parce que quand même, je sais que Evans Peters fait 1m 90, 1m 80, pardon. Donc je sais que Evans Peters fait au moins 1m 70, 1m 79, 1m 80, et le chien lui arrive au moins mi-cuisse, donc le chien doit être pas mal grand. Mais de là pour qu'un chien puisse te choper un paquet de bouffe en haut sur une étage à 3 mètres de haut, il faut le faire. Enfin oui, ça s'est grimpé, mais bon, voilà quoi. Mais donc, cette scène, ils ont un peu innové le truc, donc elle me dérange pas si fort que ça. Par contre, ce qui me dérange vraiment, mais ça c'est peut-être une idée qui avait été mise en place mais qui a été coupée au montage. En fait, quand vous regardez la bande-annonce de The Lazarus Effect, à un moment, il y a une scène où elle fait un rêve. Il y a une scène où elle fait un rêve chez elle et tu vois qu'elle dort et qu'en même temps qu'elle dort, elle bouge ses bras comme ça et elle tire la couverture sur elle et donc déjà ça fait quelque chose de pas humain et de très mécanique et parce que le film d'horreur est un film d'horreur SF. Euh, et elle fait ce rêve et dans la bande-annonce en fait normalement d'en dessous du coussin, d'en dessous du coussin où elle devait être déjà elle est couchée entièrement sur le dos. Elle est couchée entièrement sur le dos, elle n'est pas couchée sur le flanc ou alors couchée sur le côté. Elle est couchée complètement sur le dos. Et bien justement, dans la bande-annonce, en fait, il y a deux grosses mains brûlées qui viennent lui prendre la tête et qui viennent accrocher son visage. Normalement, il devait y avoir ça, il devait tourner ça, mais soit ils ont tourné la scène et le réalisateur trouvait que c'était pas une scène appropriée pour le film, alors elle a été coupée au montage. Soit ils n'ont pas fait la scène parce que c'était une idée qui a déjà été prise dans un film d'horreur. Et ce film d'horreur, c'est le film d'horreur Véronica. Donc il y a un film d'horreur espagnol qui s'appelle Véronica, dans lequel il y a une idée comme ça, dans lequel il y a un passage comme ça où elle se fait attraper pendant la nuit par des mains qui sortent dans tout son lit. Et, euh, et donc peut-être que c'est parce que ce film avait déjà fait ça, ou alors simplement ils ont coupé au montage. Et donc... euh, J'aime beaucoup aussi les idées de faire apparaître le fantôme. Enfin, c'est pas un fantôme, c'est juste une morte. C'est juste une morte. Et par exemple, j'aime bien l'idée de, un moment, t'as tout qui se coupe et ils sont justement dans la morgue. Ils sont dans la morgue et à un moment, t'as tout le courant qui se coupe et il fait entièrement noir. Et t'entends des bruits de fermeture, des bruits de cadenas, des bruits de fermeture qui s'ouvre et quand le courant revient, tu as tous les frigos de la morgue qui sont ouverts. Il y en a 9 et tu as les 9 frigos de la morgue qui sont ouverts et il y a 2 cadavres au-dessus et il y a 3 cadavres en dessous qui sont ouverts, donc il y en a 5. Et il y en a un qui est sur le côté
et t'as une nouvelle fois le courant qui se coupe et qui revient, et t'as le cadavre qui se lève. Euh, et donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les films d'horreur, c'est vrai. Euh, Il y a aussi ce passage où elle n'est pas encore entièrement en feu et entièrement brûlée, comme je vous ai montré à l'arrière du Blu-ray. Donc il y a ce moment où elle n'est pas encore comme ça, mais elle est menaçante, elle est limite démoniaque. Donc il y a ce passage où elle est démoniaque, où elle a les yeux noirs, mais qu'elle est encore humaine. Et elle commence à parler, là elle parle juste avec une voix transformée. Elle parle juste avec une voix transformée, avec des yeux noirs. Et elle fait comme ça et elle propulse Eva dans le fond de la pièce. Et Eva dans le fond de la pièce est propulsée à l'arrière et il y a deux portes qui s'ouvrent parce qu'elle est propulsée contre deux portes qui sont ballantes et qui n'ont pas de fermeture. Et elle se retrouve justement dans le rêve de Zoé. Et à ce passage-là, justement, elle a une voix transformée et elle récite le Sainte Marie pleine de grâce. Donc, ils ont réussi à caser un petit moment religion. Ils ont réussi à caser un petit moment religieux dans le film. Un moment, tu vois qu'elle avance comme ça et elle récite avec une voix transformée, une voix démoniaque. Elle récite Sainte Marie pleine de grâce, que le Seigneur soit avec vous. Et elle avance. Et une fois qu'elle arrive dans son rêve, tu vois qu'elle est complètement brûlée, complètement transformée, donc elle devient de plus en plus démoniaque. Il y a aussi deux, trois scènes, mais qui sont grillées tout de suite. Il y a aussi deux, trois scènes qui sont grillées tout de suite, parce que, enfin, personnellement, en fait, c'est simplement que moi, j'ai été voir comment est-ce qu'ils ont fait ça, en fait. Moi, j'ai été voir comment est-ce qu'ils ont fait ça, donc pour moi, c'est grillé, en fait. Mais il y a aussi cette scène où le courant se coupe, revient, donc commence à grésiller. Il y a les lumières qui commencent à grésiller dans le noir. Et tu la vois qui fait comme ça, qui écarte les bras, et elle commence à hurler. Donc elle commence à hurler avec des yeux noirs, et elle écarte les bras, elle est au milieu de la salle. Et t'as les chaises qui commencent à léviter en l'air, et la table au milieu qui lévite en l'air, et le canapé. Et t'as le courant qui se coupe, elle disparaît, et t'as tout qui retombe par terre sur Eva et sur le personnage de Mark Duplass. Euh, donc, euh, donc voilà, tous ces passages-là sont assez cool. Et aussi, j'aime bien le passage où t'as Eva qui est dans le laboratoire. Et dans le laboratoire, le laboratoire est éteint, mais les lampes grésillent un peu. Et il y a sa lampe de poche qui commence à s'éteindre. Et elle a une grosse lampe de poche avec elle et une petite lampe de poche. Et elle est comme ça et elle regarde. Elle regarde comme ça, comme si elle tenait une arme. Et quand elle regarde, elle dit: «Je sais que t'es là». Donc elle crie: «Je sais que t'es là». Et Et tu vois de loin une silhouette qui marche, qui passe juste à la porte qui est ouverte au fond. Et t'en vois une deuxième qui repasse à une autre porte qui est ouverte. Et tu la vois deux fois ou trois fois. Et elle dit: «Je sais que t'es là». Et t'entends cette voix transformée, cette voix démoniaque qui dit: «Eva». C'est horrible parce que... Et déjà comme ils sont dans un laboratoire et que le laboratoire est très espacé et qu'il n'y a pas beaucoup de murs mais beaucoup de vitres, et qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de murs, c'est juste des petites rambardes sur lesquelles on peut se tenir qui séparent les bureaux. En fait, le bureau est sur un échelon et dessus, il y a des sortes de plaques en métal et en dessous, c'est vide. Et les bureaux sont séparés par des sortes de petits échelons et de petits trucs sur lesquels on peut se tenir. Et donc le truc est très espacé, c'est un genre d'open space à l'intérieur. Et justement, comme c'est très espacé, que c'est à l'intérieur et que le bâtiment est tout en métal, ça résonne. Et quand elle est en train de dire Eva, eh bien, t'as sa voix qui résonne dans tout le truc. Donc tu sais pas où elle est. Cette scène est atrocement terrifiante. Cette scène est atrocement terrifiante parce que justement, t'as sa voix qui résonne dans tout le complexe. T'as sa voix qui résonne dans tout le complexe et qui résonne justement à cause du métal et à cause de l'espace dans le laboratoire.
Donc, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous encourage à aller voir Lazarus Effect. Je vous encourage à aller voir The Lazarus Effect. C'est un court film, mais un bon film. Par contre, j'ai une chose à dire avant la fin. J'ai une chose à dire avant la fin. Le film, un moment à la fin du film, on voit qu'elle ressuscite tout le monde. Donc elle ressuscite toutes les personnes. Elle ressuscite Nico. Elle ressuscite Eva, elle ressuscite Clay. Elle ressuscite son mari. Et elle s'injecte en intraveineuse du produit Lazarus dans les veines. Et elle se met le truc en métal dans la tête pour pouvoir avoir du sérum juste là où elle a le petit trou où on lui a injecté le produit quand elle était morte électrocutée. Et bien juste à ce moment-là, à la fin, le truc qui me dérange, c'est qu'elle ressuscite tout le monde et que tout le monde revient à la vie. Euh, j'ai une chose à dire. De un, le film se termine en fait sur un jumpscare où elle place la tête de son mari correctement et elle lui met le branchement en métal dans la tête. Et ensuite, t'as toute la bande son qui s'arrête et t'as le son de ces appareils sur lesquels on voit les battements de cœur. T'as le son de ces appareils sur lesquels on voit les battements de cœur. Et quand un cœur s'arrête, il fait un son très aigu. Et justement, il y a ce son à la fin qui montre que tout le monde est mort. Et euh, et t'as la caméra qui vient juste au-dessus du personnage de Marc Duplass et qui fait un zoom sur son visage. Et lui, il se réveille justement en sursaut. Et j'avoue, j'ai un peu horreur des films qui se... J'avoue, j'ai un peu horreur des films qui se terminent avec un gros jumpscare. J'ai un peu horreur des films qui se terminent avec un gros jumpscare qui te saute à la tronche, un peu comme les films Evil Dead ou autres films dans ce genre-là. Parce qu'en fait, ça donne l'impression d'avoir fait, bon voilà, c'est terminé, merci d'avoir regardé. Ça donne un peu l'impression d'avoir fait, bon bah, c'est plié, c'est rangé, c'est bon, on a terminé le film. Euh, il y a un passage où on les voit chez eux dans des petites maisons. Il y a un passage où on les voit chez eux dans des petites maisons de l'East Side ou alors du West Side. Donc, il y a ce passage où on les voit dans des maisons du West Side ou de l'East Side. Je pense que ce passage-là a été tourné à New York. Et, euh, et justement, ce que je me dis aussi, c'est que comme à la fin, elle s'injecte du produit, ses yeux deviennent noirs et elle se met du produit en intraveineuse et elle réveille tout le monde, toutes les personnes qu'elle a tuées, elle les réveille. Et je me suis dit, en fait, ce film me fait fort penser aussi au film L'Armée des Morts. Ce film me fait fort penser au film L'Armée des Morts parce qu'on joue avec la vie et on joue avec les morts. Et justement, à la fin, comme elle essaye de ressusciter tout le monde avec le produit Lazarus Effect, avec le produit LAZ, à la fin, elle essaye de réveiller tout le monde. Et justement, il y en a un qui se réveille. Ce que je me suis dit, c'est qu'ils auraient pu faire, genre à la fin, ils auraient pu rallonger le film. Enfin, pour ça, il aurait fallu plus de budget. Pour ça, il aurait fallu plus de budget et peut-être plus d'acteurs. Euh, ce qu'ils auraient pu faire, c'est un truc un peu comme l'Armée des Morts, où tout le monde se réveille à la fin. Et, euh, le personnage de Olivia Wilde, Zoé, qui est possédée par un esprit parce qu'elle est revenue à la vie, mais avec une sorte de démon et de pouvoir à l'intérieur d'elle, elle pourrait, genre, à la fin, ressusciter tout le monde, ressusciter Eva, ressusciter Nico, ressusciter son mari et ressusciter Clay. Et ils reviennent tous à la vie, totalement barges, aussi tarés qu'elle, avec des pouvoirs, avec un démon à l'intérieur d'elle, parce que ça n'a pas été expliqué, ça en fait. Ça n'a pas été expliqué, ça en fait, on sait simplement qu'elle est morte, qu'elle revient à la vie à cause du produit LAZ, et qu'ensuite elle revient à la vie avec des pouvoirs étranges. On ne sait pas si un démon s'est incrusté dans son corps pendant qu'elle était morte, et que quand elle est revenue à la vie, il y a eu une porte qui s'est ouverte entre le monde des morts et des vivants. C'est pas expliqué, elle est simplement revenue à la vie avec un pouvoir étrange. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, à la fin, quand elle réveille tout le monde, ils auraient pu faire genre un truc où elle est la grande prêtresse du diable, elle est genre la grande servante du diable, et toutes les personnes qu'elle réveille, tous les autres qu'elle réveille, donc Eva, Nico, Clay et son mari, pourraient être genre un peu ses disciples, et ils se disperseraient
ils se disperseraient dans l'université et ça ferait un truc où on est dans une université hantée par des cadavres et ils commenceraient un par un à aller dans toutes les morgues, réveiller les cadavres et ça ferait un truc un peu genre l'armée des morts. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir le film de Lazarus Effect qui est un film génial.